Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, la musique est un moyen pour soigner les maux environnementaux. Le groupe Africa Climate Bond l'a démontré samedi dernier à Lomé à travers une conférence de presse accompagnée d'un concert à suivre dans ce journal. La Corne de l'Afrique dénombre au moins 111 morts dont 16 enfants suite à des pluies diluviennes qui ont causé des inondations. Et plus l'augmentation de la température peut déclencher l'effondrement des écosystèmes fragiles et causer la disparition des animaux. Plus d'explications dans un instant. Une conférence de presse couplée d'un concert sur l'environnement a eu lieu le samedi 18 novembre 2023 à Lomé. C'est une campagne du groupe des Africa Climate Bond pour sensibiliser sur les conséquences du changement climatique et les moyens de lutter contre ce phénomène. Le reportage est signé Alessandra Dekombi avec les images d'Emika Gatché. Climate restoration, yeah, it's time for celebration. Woo, Lord, cause we listened to Russ George and restored the oceans to the max. Utiliser la musique pour soigner les maux environnementaux du monde, c'est ce qui amène le groupe des Africa Climate Band à faire cette tournée africaine. Après la Côte d'Ivoire et le Ghana, le groupe a posé ses valises à Lomé au Togo. Et c'est face aux professionnels de médias que l'équipe des Africa Climate Band a décliné l'objectif de leur campagne. La musique qui était pour nos ancêtres un moyen de communication doit être réadoptée pour lutter contre les changements climatiques afin de mieux sensibiliser et mieux véhiculer les solutions à adopter face au changement climatique. Le concept vient d'un constat simple. Quand nous retournons aux anciennes histoires, nous constatons que les rois, dans les communautés, les rois utilisaient donc les chants et des danses. Et les griots utilisaient également ça pour mobiliser la communauté et faire passer un message. Mais de nos jours, nous constatons que tout ceci est en train de disparaître et donne place donc à des conférences, à des workshops et à des forats, ainsi de suite. Nous avons constaté que à travers cela, on n'arrive vraiment pas à passer le message. Et de façon comparée, nous avons constaté que la meilleure façon de transmettre le message climatique, c'est à travers la musique, donc retourner aux anciennes pratiques, retourner aux anciennes bonnes pratiques, qui est d'utiliser donc la musique pour faire passer le message. Et utiliser la musique pour faire passer et révéler les solutions climatiques des peuples autochtones. À travers la musique, le message est rapidement reçu et gardé par les citoyens. Cette initiative est une initiative pérenne parce que juste après la COP, nous allons continuer des éditions pour que dans le programme, c'est que nous visitons les peuples autochtones, les communautés à la base pour apprendre les bonnes pratiques climatiques et sur la base de ça, écrire maintenant des scripts de chansons qui vont constituer un message qu'on va révéler, qu'on va passer par la musique, par les chants et les danses. À la fin des échanges, s'en est suivi un concert live. Africa will be the leader in the climate solution today. Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. Après cette étape du Togo, c'est le tour du Bénin. L'apothéose de cette campagne sera le Big African Climate Solutions Concert à la COP28 à Dubaï en décembre 2023. Get it if you really want. Oh, get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try, 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 try. Le changement climatique poursuit ses effets dévastateurs sur les économies africaines.
Au Togo, les aléas climatiques ont entraîné une perte de productivité de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du PIB. Cette situation alerte les autorités du pays. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Le Togo a subi une perte de productivité à hauteur de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du produit intérieur brut en 2020 suite aux aléas climatiques. Les données relevées par le ministère de l'Environnement le 9 novembre dernier, en prélude de la COP28, indiquent qu'au cours de la dite période, le pays a connu des fortes inondations avec des pertes de superficie cultivable estimées à 6 900 hectares, soit 9 000 tonnes de pertes de productivité. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foulibazi, le phénomène du réchauffement climatique continuera d'entraver sérieusement notre marche vers le développement et notre prospérité si rien n'est fait pour changer le paradigme. L'Agence nationale de protection civile ANPC a affirmé dans un rapport que l'impact des aléas climatiques s'est accéléré au Togo entre 2018 et 2020. Les populations affectées notamment par les inondations, les orages et les vents violents ont augmenté de plus de 700%, passant de 2875 à 24 902 et ont atteint 45 361 en 2020. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, le Togo doit résoudre dans un bref délai le problème grâce à la politique de reboisement déjà enclenchée et doit améliorer son système d'alerte précoce afin de mieux anticiper et éviter les catastrophes. Depuis le début de cette année, le pays a adopté un décret visant à stimuler le stockage de carbone. Ce mécanisme devrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et renforcer la résilience des populations face aux chocs climatiques. Ces dernières semaines, des pluies diluviennes qui frappent la Corne de l'Afrique causent d'énormes inondations. L'organisation Save the Children déplore au moins 111 personnes décédées, dont 16 enfants et 700 000 déplacés. Léon Sago nous en parle. La Corne de l'Afrique est particulièrement touchée par le phénomène El Niño qui amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région. Il touche principalement la Somalie, le Kenya et l'Éthiopie. Cette partie de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Il s'y produit des phénomènes météorologiques extrêmes avec une fréquence et une intensité accrues. Depuis la fin de l'année 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse connue dans la sous-région depuis 40 ans. Rappelons que El Niño, qui est souvent associé à une augmentation de température, a des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres, devrait durer jusqu'en avril 2024 selon les experts. Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages en Afrique de l'Est, notamment d'octobre 1997 à janvier 1998, avec de gigantesques inondations à la suite des pluies torrentielles. Elles avaient fait plus de 6 000 morts dans 5 pays de la région. Le président comorien et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a déclaré dans un discours qu'il est temps d'agir concrètement en vue de la mobilisation des financements nécessaires à la sauvegarde de la planète. La population doit prendre en compte les enjeux de la crise climatique afin de lutter pour la protection de l'environnement. Suivant. Les changements climatiques aux Comores, archipel situé au sud-ouest de l'océan Indien, se manifestent par des phénomènes cycloniques de plus en plus importants. Les conséquences de ces cyclones sont souvent néfastes pour l'économie et les populations. Les effets dévastateurs du changement climatique sur les pays, leurs habitants, les écosystèmes et leur économie ne sont plus à démontrer d'après le président comorien Azali Assoumani. Pour lui, il est important et urgent de développer une stratégie commune pour des projets liés au climat, avec un programme de travail et un portefeuille de projets d'investissement pour anticiper et préparer les demandes de financement auprès des mécanismes existants. Le président de l'Union des Comores a tenu à saluer tous ceux qui militent dans la préservation des ressources naturelles de la planète. Selon lui, il est temps de passer aux actes concrets afin de trouver des solutions de financement des projets.
À cet effet, une coordination solide et l'engagement des États leaders dans chaque bassin forestier et tropical sera nécessaire pour parvenir à une coalition durable au service de la lutte contre les changements climatiques en faveur de la croissance économique. Parlons toujours de la protection de l'environnement. L'Union européenne veut agir de façon concrète au nettoyage de la planète. Dans cette logique, les États membres de l'UE sont parvenus à un accord en fin de semaine dernière. Un consensus qui vise à interdire en partie ces exportations de déchets plastiques vers les pays pauvres. Viva Samana. L'Union européenne marque un nouveau pas dans le combat face à la pollution plastique. Ainsi, en marge des négociations mondiales sur la pollution plastique qui se sont déroulées à Nairobi au Kenya, les pays de l'UE ont conclu un accord le 16 novembre dernier pour réviser le règlement sur les transferts de déchets vers les pays tiers. Selon la députée danoise en charge du projet Pernille Weiss, l'Union européenne va enfin endosser la responsabilité de ces déchets. Elle précise que les déchets sont une ressource lorsqu'ils sont correctement gérés, mais doivent en aucun cas nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Les législateurs européens et les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur un arrêt total des exportations de déchets plastiques vers les pays n'appartenant pas à l'OCDE qui regroupe une trentaine de pays riches et industrialisés. La responsable de projet à l'agence d'investigation environnementale Lauren Ware se félicite de cette décision. Ceci montre que l'Union européenne commence en fait à assumer la responsabilité de son rôle dans l'urgence mondiale de la pollution par les plastiques. Il appartient désormais aux États membres de veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour que les futures exportations de déchets plastiques de l'UE soient gérées dans le respect de l'environnement et n'aient pas d'incidence négative sur les capacités de recyclage des pays destinataires. Le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID soutient le projet de l'extension de Karanga dans la province de l'Est du Rwanda avec un prêt de 21 millions de dollars. Ce financement contribuera notamment à porter la capacité de l'usine d'eau potable de Karenga à 4800 mètres cubes par jour. Alessandra Adekombi nous en parle. Après les travaux d'expansion de 1985 et 2008, qui ont respectivement porté sur la capacité de la station de potabilisation de Karenga à 7200 m3 et 15 000 m3 par jour contre 3840 m3 à sa mise en service en 1975, l'usine sera de nouveau agrandie. Le gouvernement du Rwanda veut désormais porter cette capacité à 48 000 m3 par jour pour satisfaire les besoins en eau potable de l'ensemble des habitants de la capitale rwandaise Kigali et dans les zones environnantes du district de Rwamagana jusqu'en 2030. Le projet, dont le coût s'élève à 164,3 millions de dollars, est cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID grâce à un prêt de 21 millions de dollars accordé au gouvernement rwandais le 9 novembre 2023. Actuellement, l'usine d'eau potable de Karenga, située sur les rives du lac Mugezera, dans le district du Rwamagana, à environ 50 km au sud-est de Kigali, fournit 15 000 m3 d'eau par jour, dont 12 000 m3 acheminés vers Kigali et 3 000 m3 distribués aux populations du district de Rwamagana. À en croire la Société d'eau et d'assainissement du Rwanda, qui supervise le projet d'eau potable, l'expansion de la capacité de la station de Karenga à 48 000 m3 d'eau par jour passera par la réhabilitation de la prise d'eau et des conduites de transport d'eau brute, le déplacement de la station de pompage et l'amélioration de la capacité des pompes et des moteurs et l'extension du réseau de transport et de distribution de l'eau potable. Le projet prévoit également la construction de nouvelles pompes de prise d'eau, de réservoirs pour stocker l'eau potable, ainsi que la pose de nouvelles canalisations sur 33 km. Les autorités rwandaises annoncent la remise en service de l'usine d'eau potable de Karenga pour 2024. Les Émirats arabes unis, le pays de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat COP28, a inauguré jeudi dernier l'une des plus grandes centrales au monde. Cette centrale, dédiée à l'énergie solaire, va alimenter 160 000 foyers. Ce pays vise ainsi l'atteinte progressive de la neutralité carbone. Rafitou Berekou. C'est l'une des plus grandes au monde, inaugurée la semaine dernière par les Émirats arabes unis en marge de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra dans ce riche état pétrolier.
La centrale solaire Al Dhafra est située en plein désert à 30 km au sud de la capitale Abu Dhabi. Les panneaux photovoltaïques issus de cette centrale sont installés sur une surface totale de 21 km² et ont la capacité de produire 2 gigawatts et d'alimenter 160 000 foyers selon les responsables du projet. La centrale va permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2 millions de tonnes par an, a affirmé Bruno Bensasson, le PDG de l'EDF Renouvelable. Ce projet, présenté comme la plus grande solaire à site unique au monde, est détenu à 60% par les compagnies publiques émiraties Taka et Masdar, tandis que le chinois Jinko Power Technology et le français EDF Renouvelable se partagent les 40 restants. Mais selon le patron de Jinko Power, Charles Bay, cela équivaut à retirer 800 000 voitures de la circulation. Les Émirats arabes unis ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui ne concerne que les émissions nationales sans compter l'impact des hydrocarbures exportés. Le Climate Action Tracker reproche au pays de vouloir augmenter sa production de combustibles fossiles responsables du réchauffement de la planète. Il estime que les ambitions du pays ne sont pas suffisantes. Avec 4 millions de panneaux solaires à double face, mobiles et nettoyés par des robots, la centrale d'Al Dhafra est dotée de technologies qui permettent d'augmenter son efficacité d'environ 20% par rapport aux centrales solaires classiques, a affirmé Abdelaziz Al-Ubaid, le directeur des opérations de Masdar. Cette société d'énergie renouvelable émiratie est dirigée par le sultan Ahmed Al-Jaber, le patron de la compagnie pétrolière ADNOC et président de la COP28. Le pays du Golfe, qui prévoit d'augmenter sa production brute d'environ 3 millions de barils par jour à 5 millions d'ici 2027, s'est engagé en juillet dernier à tripler ses énergies renouvelables au cours des 7 prochaines années. Pour rappel, la conférence mondiale pour le climat se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Les humains ne sont pas les seules espèces affectées par la crise climatique de la planète. La faune et les habitats de la planète sont également confrontés à des changements considérables, parfois même catastrophiques. L'augmentation de la température peut déclencher l'effondrement des écosystèmes fragiles et d'énormes vagues d'extinction. Retrouvons Rafetou Mbireko dans ce commentaire. La Terre est aujourd'hui environ 1,1 degré Celsius plus chaude qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Selon les projections actuelles, les températures mondiales augmenteront de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Il est impossible de prévoir exactement comment les changements climatiques à long terme des températures et des régimes climatiques affecteront les écosystèmes fragiles et étroitement liés de notre planète. Les changements survenant dans une zone ont une incidence sur les autres zones et les animaux en ressentent les effets. Parmi les principales menaces d'origine climatique pour la faune sauvage, la perte d'habitat. Ce facteur est dû à la hausse des températures qui affecte la végétation, les sources de nourriture, l'accès à l'eau et bien plus encore. Les écosystèmes peuvent devenir inhabitables pour certains animaux, les obligeant à migrer en dehors de leur chemin habituel à la recherche de nourriture, de conditions vivables tout en provoquant la mort d'autres animaux. Outre ce facteur, on peut citer les catastrophes naturelles. Aujourd'hui déjà, les catastrophes naturelles liées au climat et aux conditions météorologiques telles que les sécheresses, les feux de forêt et les ouragans ont été multipliées par 5 par rapport il y a 50 ans. Ces catastrophes entraînent des pertes désastreuses de vie et d'habitat pour les communautés, les animaux domestiques et la faune sauvage. Le troisième facteur est le conflit entre l'humain et la faune sauvage. Le changement climatique intensifie les conflits entre l'humain et la faune sauvage en raison de la perte d'habitat et des événements climatiques extrêmes qui obligent les personnes et la faune sauvage à partager des espaces de plus en plus peuplés. À mesure que les écosystèmes se modifient, les communautés et les animaux sauvages se déplacent plus loin à la recherche de nourriture, d'eau et de ressources.
Les conflits entre l'humain et la faune sauvage ont souvent des conséquences dévastatrices pour les animaux concernés. Enfin, l'extinction. La combinaison de ces facteurs pourrait entraîner l'extinction de nombreux animaux. Les animaux les plus vulnérables de la planète, y compris ceux qui sont déjà proches de l'extinction, seront probablement les plus menacés. La pêche commerciale et la circulation des grands navires seront interdites au large du pays insulaire de la Dominique dans une zone aménagée de 800 km. Cela est dû à la création de la toute première réserve de cachalot au monde. Léonce Sagou. La Dominique, petit État insulaire des Caraïbes, a annoncé la création de la première réserve de cachalot au monde. La zone, qui est à peu près équivalente à la surface de l'île même, s'étendra sur près de 800 km et sera protégée au large des côtes occidentales. Le premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit a fait savoir que les 200 cachalots qui vivent dans leur mer sont considérés comme des citoyens précieux de l'île. Il espère par là augmenter les recettes touristiques et par la même occasion emprisonner davantage de carbone dans les fonds marins grâce à leurs propriétés biologiques. En effet, leurs excréments sont riches en nutriments qui favorisent la capture du dioxyde de carbone de l'eau de mer. Les cachalots sont les plus grands prédateurs à dents de la planète, pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de long. Ils sont présents dans le monde entier, de la Nouvelle-Zélande à l'Islande, mais apprécient particulièrement les eaux translucides de la Dominique, qui sont idéales pour leur alimentation et pour élever leurs petits. Les recherches du biologiste Shane Guerreau sur ces cachalots de la Dominique depuis 2005 démontrent que leur population est en déclin à cause des collisions avec les navires, des pêches accidentelles et de la pollution plastique. Un corridor sera creusé pour que les navires puissent accoster à Roseau, la capitale de l'île, explique Francine Baron, chef d'une agence pour la résilience climatique. Quant aux bateaux de plus de 18 mètres, ils seront interdits, tandis que la pêche artisanale à petite échelle restera autorisée. La Terre devient un créatorium pour ses habitants. Avec les chaleurs extrêmes, le nombre de décès pourrait quintupler d'ici 2050. Les canicules qui découlent du changement climatique anthropique rendent vulnérable la vie sur Terre. Vivas Amana. La chaleur pourrait causer 5 fois plus de morts d'ici 2050. C'est le constat alarmant qui ressort du 8e rapport du Lancet Countdown publié le 14 novembre dernier. À l'approche de la COP28, les 114 experts ayant participé à l'élaboration de ce rapport dénoncent la négligence des gouvernements, des entreprises et banques qui continuent d'investir dans le pétrole et le gaz. La directrice exécutive du Lancet Countdown, Dr Marina Romanello, déclare que l'inaction a un coût humain énorme et nous ne pouvons pas nous permettre ce niveau de désagrément et que nous le payons en vies humaines. D'ici 2050, le nombre de décès liés à la chaleur risque d'être multiplié par 4,7 sur Terre. Dirigé par l'University London College, ce travail dépeint les risques sanitaires grandissants de tout retard supplémentaire enregistré dans la lutte contre l'urgence climatique. Les auteurs soulignent comment l'inaction persistante coûte des vies humaines. En 2022, l'humanité a été exposée à 86 jours de température élevée, dangereusement pour la santé. Le changement climatique anthropique a rendu au moins 2 fois plus susceptible l'apparition de 60% de ces journées à forte température. Et l'année 2023 semble sur les mêmes tendances avec l'observation des températures les plus élevées depuis plus de 100 000 ans. Selon la directrice exécutive du Lancet Countdown, il y a encore de la place pour l'espoir et de telles conclusions doivent engendrer une réaction immédiate des gouvernants axés sur la santé. Ceci passe d'abord par une baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre tout en offrant un meilleur accès à l'énergie, à un air pur, une eau plus potable, des régimes alimentaires plus sains et des villes plus vivables. Ainsi s'achève cette nouvelle édition environnementale. Merci de votre attention. Restez sur Green TV International, l'information continue. À très bientôt.